Bienvenue à Compte Complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur les actualités dans le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Mark Griffin. Aujourd'hui, il sera amplement question des nouveaux intronisés au Temple de la Renommée. Il y en a 6. On va s'arrêter là-dessus. Il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de joueurs de position qui ont été choisis, avec un petit astérisque à côté. On parlait de Bryce Harper et des Phillies de Philadelphie. Est-ce que c'est vraiment une déception, Bryce Harper? On va peut-être décortiquer les chiffres d'un peu plus près. On va parler d'un départ qui n'a pas fait parler beaucoup. Pas un nom connu, Rick Shapiro, mais qui est peut-être significatif sur ce qui s'en vient dans la négociation entre les joueurs et les propriétaires. Et deux équipes dans des directions opposées, Tampa Bay et San Francisco. Est-ce que ça va changer les plans des deux équipes? On verra. Il sera question aussi des Cubs de Chicago qui vont bien depuis la pause du match des étoiles. Marc, quand on va retourner à Cooperstown, il y aura 6 nouvelles plaques. Oui. Écoute, je le mentionnais, 2 releveurs, 2 lanceurs partants, 2 frappeurs désignés, donc il n'y a pas de joueur de position comme tel. On va commencer par la fin. Tiens donc, Mariano Rivera se plaignait qu'il était toujours le dernier. Mais on va commencer par lui, Marc. Pour ceux qui se plaignaient, mais je comprends ce que tu veux dire. Bien, c'est la nouvelle tendance. On va commencer par les ouvreurs. Bon, avec les Rays seraient bien contents de nous. Rivera et Lee Smith. Rivera qui a... Écoute, qui était un releveur à un tir, on va le dire. Là, je pense que c'était plus que ça, Mariano Rivera, quand même. Mais quand on parle de lui, on ne peut pas faire autrement que de penser à sa rapide coupée qu'on n'a jamais été capable de solutionner pendant tout le temps qu'il a joué avec les Yankees de New York. Écoute, puis est-ce qu'il en a brisé des bâtons, ça, là, des gauchers, là? C'était incroyable. Mais écoute, c'est pas juste qu'il avait un tir, Alain, c'est qu'il était capable d'élever toujours son jeu dans les moments opportuns. Évidemment, un releveur, t'es utilisé à 99 des fois, Alain, dans une situation critique de fin de match, que ce soit évidemment en saison régulière ou en série. Et écoute, c'était un rôle qui lui allait parfaitement. C'est un gars qui s'est adapté assez rapidement à ce rôle-là. Il a connu du succès aussi rapidement. Et écoute, ça n'a jamais cessé par la suite. À partir de 1997. Exactement. Et à ce moment-là, ben écoute, je veux dire, il était un incontournable. Les Yankees se sont trouvés avec ce type de joueur qui est une énorme surprise, finalement, parce que tu peux pas anticiper un tel rendement d'un releveur là, lorsque soit que tu le repêches ou tu le mets sous contrat. Là. Rares sont des joueurs qu'on repêche et qui demeurent des releveurs toute leur carrière sans avoir, à un moment donné... en fait, on voulait en faire un partant, Mariano Rivera. En 96, lorsqu'ils ont remporté la Série mondiale, c'est John Wetteland qui était le releveur numéro 1. Exact. Donc, et moi, j'aimerais qu'on parle un peu d'un fait, c'est que c'est le premier à avoir été voté unanimement au Temple de la Renommée. Ça m'en dit plus long sur ceux qui ne l'ont pas été avant. Moi, je regarde la liste de noms qu'il y a là puis tu te dis... Là, tu penses à Hank Aaron, tu penses à Willie Mays, tu penses à... Écoute, fais la liste au complet. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, Alain, mais j'en ferai pas un cas tant que ça parce que... Il y a comme une nouvelle génération aussi de journalistes qui sont associés, évidemment. Sûrement à cheval sur les principes. Bon, exact. Et parce que même un releveur, à la limite, ça a pris du temps avant qu'on pense qu'un releveur mérite sa place au Temple de la Renommée. Une fois, je pense qu'on a fait notre mea culpa, où tout le monde s'est dit, OK, Hoffman est rendu, évidemment, Lee Smith aussi cette année. Mais avant, il y a eu Rollie Fingers. Mais tu sais, il n'y en avait pas une tonne. Non, Bruce Sutter, et là, à un moment donné, bang, Mariano Rivera. Écoute, les chiffres parlent. Par eux-mêmes, le rendement, ce qu'il a fait avec les Yankees, je veux dire, je pense que c'était la signature. Et il était, sans rien enlever aux autres, là, il était le joueur de cette cuvée là, 2019. Oui. Et quand on parle de releveur, il y a Lee Smith aussi qui l'accompagne. Lee Smith a un style tout à fait différent. De mémoire, je me souviens pas d'avoir vu un joueur menacer Lee Smith parce qu'on lançait à l'intérieur contre lui quand il était au monticule. On peut le comprendre. Il a commencé sa carrière avec les Cubs de Chicago. Ça n'a pas été facile, Marc, parce qu'au début, on l'a comparé, pour toutes sortes de raisons, à Ferguson Jenkins, qui, lui, est au Temple de la Renommée. Donc, tu arrives avec des comparaisons du genre, c'est pas facile à soutenir. Ben, ça, c'est la pire affaire. La pire affaire, lorsque tu arrives puis on te compare à un joueur qui est au Temple de la Renommée, ça, c'est cruel, parce que tu peux pas gagner.
Mais écoute, belle carrière. C'est sûr qu'il a changé d'équipe beaucoup. Tu sais, souvent, le temps de la renommée, c'est un gars qui était pour une seule équipe, 2 équipes, 3 équipes maximum. Bon, Lee Smith a fait quand même le tour. Il a terminé avec les Expos de Montréal. Ses 5 derniers sauvetages étaient avec les Expos. Mais je suis content. Hein. C'est un gars qui... écoute, adoré de tous ses coéquipiers. Partout où il est passé, Lee Smith a laissé sa marque. Et ça devient important aussi, je pense, Alain, dans le choix d'un joueur à être intronisé, c'est que, tu sais, il a laissé sa marque aussi comme personne. Là, tu vas me dire qu'Eddie Murray a été intronisé, là, mais il y a des exceptions, tu vas me dire. Mais je pense que Lee Smith, c'était un gentleman à tout point de vue et je suis bien content qu'il ait été intronisé aussi. Oui. Un moment touchant, ça a été évidemment Roy Halladay, qui est décédé tragiquement avant de pouvoir vraiment profiter de cette cérémonie qui lui était due. Et quand on regarde lui et Mussina, on regarde les statistiques des deux, et tu regardes les lanceurs partants dans le passé, on s'aperçoit là, qu'il y a un passage qui est en train de se faire, là, dans le sens où les 300 victoires, on va en avoir moins. La moyenne de points mérités à 2,50 au cours de sa carrière, même 3. Il va en avoir de moins en moins. Donc, le nombre de victoires est peut-être un peu moindre parmi les lanceurs qui s'en viennent dans la prochaine QV. Je pense à CC Sabathia notamment. On sera peut-être moins exigeant pour le nombre de victoires pour les lanceurs qui s'en viennent, de sorte que Mussina et Halladay... Dans le cas de Halladay, je te dirais davantage, malheureusement, il n'a pas joué toujours pour de bonnes équipes, contrairement à Mussina. Mais ces deux gars-là, je pense, représentent un peu la prochaine cuvée des lanceurs partants qu'on va retrouver. Écoute, peut-être. Et je te dirais, à la limite, je suis pas certain qu'on retrouve ce type de lanceur-là. Tu sais, Roy Halladay, Alain... Vous voulez finir ce qui commençait? Écoute, lui, là, c'est un vrai, là. Tu sais, c'était à chaque départ d'aller le plus loin possible. Rares étaient des départs catastrophiques. C'est un gars d'une constance incroyable. Vraiment, un des bons lanceurs de sa génération. Roy Halladay, lorsqu'il était avec Toronto, que ce soit avec les Phillies, tu savais que tu allais avoir un bon départ de ce gars-là. Mike Mussina, dans le cas de Mike Mussina, puis je suis content qu'on a rendu hommage en passant à Roy Halladay, son épouse qui était sur place. C'était extrêmement touchant. Ses enfants également, et bien représentés aussi les Blue Jays de Toronto. Dans le cas de Mike Mussina... personnellement, moi, j'ai un petit attachement parce que moi, j'ai joué contre Mike Mussina alors qu'il avait 18 ans. J'ai été chanceux, Alain, j'ai joué avec Mike Piazza, avec Pedro Martinez, des grands joueurs. Mais j'étais tout jeune lorsque j'ai affronté Mike Mussina, qui était avec... Est-ce que c'était aux Olympiques ou Non, c'était lors du championnat mondial junior. Et Mike Mussina était le lanceur numéro 1 de l'équipe américaine. Et évidemment, on avait une bonne équipe au Canada et le gérant de l'équipe américaine avait dit c'est Mussina qui lance contre le Canada. Donc, je l'ai affronté, je l'ai vu. Je l'ai affronté par la suite au niveau 2A lorsqu'il était en réhabilitation. Il était avec les Oriels à ce moment-là. À Bowie. À Bowie. Et donc, j'ai eu l'occasion de le revoir là. Donc, tu sais, je trouve ça magnifique de voir un gars contre qui j'ai compétitionné très, très jeune et puis qui est rendu au temple de la renommée. Lui aussi, cette belle constance au fil de sa carrière. Qui fait, tu sais, rien de spectaculaire. C'est-à-dire, tu sais, pas 300 victoires, pas 20 victoires, pas de Cy Young, pas de... Tu sais, mais d'une constance incroyable au fil du temps, ce qui fait qu'évidemment, il est intronisé aujourd'hui. L'histoire la plus drôle dans le cas de Mussina, c'est que quand il est arrivé, lui, on voulait en faire le gros duo avec Ben McDonald. Oui. Tu te rappelles, c'est les deux qui devaient... D'ailleurs, les deux faisaient partie de l'équipe américaine olympique par la suite. Bon. Mais dans le cas, McDonald avait pas mal plus de publicité que Mussina. Un grand lanceur droitier, oui. Dans le cas de Mussina, c'est qu'on m'avait raconté que les Orioles faisaient passer des tests psychologiques aux joueurs, puis Mussina, ça avait été épouvantable. Ils ont décidé de le prendre pareil au premier tour. Comme quoi, quelquefois, tu te dis, ses qualités athlétiques vont prendre le dessus. Mais il y avait aussi, tu sais, parce qu'on comparait, tu as raison de la comparaison, et Mussina n'était pas aussi costaud que McDonald. Et je ne dis pas que ça inquiétait des équipes, mais on était déjà dans l'ère où est-ce qu'il va être capable de lancer 200 manches par année compte tenu de son physique. Donc déjà, on questionnait l'aspect physique de Mussina. Puis bon, je pense qu'on a le résultat aujourd'hui. Et les deux derniers dont on va parler, les deux frappeurs de choix, à commencer par Edgar Martinez, c'est un de ceux qui ont vraiment, je te dirais, mis leur étampe sur le poste de frappeur désigné. Je pense que tout premier, on peut parler de Hal McRae, qui est instructeur des frappeurs des Expos de Montréal pendant un certain moment. Mais Edgar Martinez, il a commencé comme joueur de troisième but. Des blessures sont venues faire en sorte qu'on l'a utilisé par la suite comme frappeur de choix principalement.
Mais écoute, dans les années 90 et début 2000, c'était un des frappeurs droitiers les plus redoutables. Avant l'arrivée là, de Cabrera et d'Albert Pujols, c'était peut-être le meilleur frappeur droitier. Probablement. Et moi, je te dirais qu'à cette époque-là, tu étais un frappeur droitier, tu regardais ce gars-là frapper. Tu dis mécaniquement, là, techniquement, là, c'était parfait. Il générait de la puissance, était capable de frapper au champ opposé, faisait contact sur le baril, j'ai l'impression, à chaque présence. C'était vraiment à copier comme elle. Et certains prétendent que son coup sûr qui a donné la victoire aux Mariners de Seattle en 95 en série de division contre les Yankees de New York, ça a peut-être sauvé la concession des Mariners de Seattle. Il y en a qui vont jusque-là dans le cas d'Edgar Martinez. Ça avait été toute une série, on s'en rappelle. Exactement. Les Yankees avaient gagné 2 premiers matchs. Toute une équipe à Seattle. Ça frappait. Oh, que ça frappait. Bon, Griffey Jr. était là, Alex Rodriguez. Jay Buhner. Mais Edgar Martinez, qui était toujours dans le cœur de la formation. Et il a eu le temple, effectivement, non seulement, évidemment, d'un frappeur de choix, mais moi, je pense que tu as raison. C'est qu'avant l'arrivée peut-être de Cabrera et Pujols, il était le frappeur droitier le plus complet. Je ne vous dis pas, c'est pas lui qui avait le plus de puissance, c'est peut-être pas lui qui avait... Mais le plus complet. Capable de faire tout sur un terrain de baseball avec son bâton. Écoute, moi, d'aucune manière, j'étais convaincu qu'il allait être intronisé éventuellement. Pas nécessairement aussi sûr avec Harold Baines. Harold Baines, c'est autre chose. C'est parce que moi... Là, je te parle comme partisan, comme fan de baseball, mais tu sais, moi, Harold Baines, excellent frappeur gaucher. Mais j'avais toujours l'impression que beaucoup de retraits sur des prises. Il me faisait penser, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je le voyais pas au temps de la renommée. Très personnellement, là, je suis content pour lui. Il a accumulé beaucoup de chiffres par sa longévité. Exact. Mais, tu sais, il me faisait pas wow. C'est pas un gars qui me... Tu sais, Edgar Martinez, lorsqu'il frappait, je regardais. Je regardais, c'est autour d'Edgar Martinez, je vais regarder. Harold Baines, pas nécessairement. Oui. Et Harold Baines avait été le tout premier choix des White Sox de Chicago. Le premier au total, c'était en 1977. Les Expos avaient le deuxième choix cette année-là. Et on aurait pu se tourner vers Paul Molitor du côté des... En fait, les White Sox, ce choix s'est fait entre Baines et Molitor. Et les Expos, eux, ont pris ni un ni l'autre. Baines avait été choisi. Ils sont tournés vers Bill Gullickson, qui était le meilleur lanceur issu des écoles secondaires qui était disponible à ce moment-là. On disait que Gullickson avait une rapide, qui dépensait les 95 000 à l'heure. Une rapide qui a perdu beaucoup de son lustre très tôt dans sa carrière, sauf qu'il a développé une balle courbe qui était, ma foi, fort efficace par la suite. Donc, ce sont les 6 nouveaux membres. Si vous allez à Cooperstown, vous allez voir les 6 plaques. Moi, une petite question sur Cooperstown, Marc. J'aimerais que tu me rappelles la première fois que tu es allé là-bas, quelle a été ton impression? Parce que je sais que tu y es allé pour des raisons professionnelles, entre autres. Là. Bien, mais à chaque fois, Alain, en fait, lorsque tu entres dans le hall et tu t'en vas où sont les fameuses plaques, là, c'est dans l'entrée. Hein? C'est à l'entrée, là, et il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, je ne sais pas comment décrire ça, là, mais... Puis là, tu commences à regarder les noms, puis là, tu vas regarder qui était le premier, puis là, tu t'en vas voir les Carter, les Dawson, puis... c'est le fun. Ouais. C'est vraiment... Tu sais, tout amateur de baseball, faut aller voir une fois dans sa vie ce fameux hall avec les plaques. C'est toute l'histoire du baseball se sent, on ressent, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est fort. C'est vraiment, vraiment unique. Oui. Moi, je suis allé une dizaine de fois, Marc, et la première fois, j'avais pas choisi ma date, j'avais même pas regardé quoi que ce soit. Je descends et c'est un dimanche soir et c'est le dimanche où on a intronisé les nouveaux. Tu savais pas? Écoute, je l'ignorais totalement. Je travaillais cette journée-là et à la fin de la journée, j'avais décidé, je m'en vais à Cooperstown pour une couple de journées. Le lendemain, je me retrouve au restaurant principal qui s'appelle TJ's House, si je me souviens bien. Puis, qui je vois arriver, une espèce de grand bonhomme, pas de cheveux sur la tête. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ce visage-là me dit quelque chose. Puis, à un moment donné, c'était Gaylord Perry qui avait été intronisé la veille avec Rod Carew. Bon, c'est le genre de rencontre que tu peux faire. Et le petit stade, le Doubleday Field, qui est le petit, est magnifique. Je veux dire, j'aimerais ça amener mes enfants jouer sur ce stade-là, sur le terrain de ce stade-là, juste pour avoir parce qu'on a fait une réplique, là, de ce que c'était à l'époque. Oui. Bon, l'actualité sportive, Marc, je vais te parler de Bryce Harper et les Phillies de Philadelphie. Les Phillies, premier mois et demi, super, mais depuis ce temps-là, ils ont commencé à glisser et du même coup, Washington et Atlanta s'est mis à beaucoup mieux jouer, de sorte que les Phillies sont dans le trouble. Il y en a qui disent, Bryce Harper ne livre pas la marchandise.
C'est un MPP qui est au-dessus de 800, bon, autour de 850. Pour un gars qui gagne autant d'argent, tu dis, il devrait transporter l'équipe, avoir un MPP à 900. Sauf qu'en grattant un petit peu, on se rend compte finalement que les chiffres de Bryce Harper, finalement, sont pas si mauvais que ça. Bien, c'est surtout, Alain, lorsque ça compte. Et lorsque ça compte, c'est quand, ça? C'est lorsqu'il y a des coureurs des coureurs sur des sentiers, puis Bryce Harper livre la marchandise. Écoute, tu sais, t'as raison de dire qu'il faut gratter. Parce que, bon, tu regardes les statistiques dans l'ensemble, c'est correct, c'est bien, tu as parlé de son MPP à 8,50. Mais écoute, il est de loin le meilleur frappeur de son équipe avec des coureurs en position de marquer. C'est pas le même joueur du tout. Lorsqu'il arrive au bâton, sans coureurs sur les buts, c'est assez ordinaire. Mais lorsqu'il y a des coureurs sur les sentiers, davantage en position de marquer, écoute, il produit, là, puis il produit pas à peu près. Donc, la perte de McCutchen, je reviens à ça, Alain, a vraiment nuit à Bryce Harper. Et aux Phillies, donc, inévitablement. Alors, il faut que les Phillies, si jamais on a à bouger, Alain, il faut trouver un gars qui va frapper au premier rang. Qui va se rendre sur les sentiers. Qui est une moyenne de 400 là, de présence sur les buts, puis qui est sur les sentiers lorsque Harper se présente au bâton. Il faut que ça soit ça. Et parce que les chiffres, présentement, dans le cas de Harper, sont là avec des coureurs en position de marquer ou en fait sur les buts. Et Harper, qui a aussi donc ce MPP assez élevé parce qu'il soutient un certain nombre de buts sur balle. Et Rhys Hoskins, malgré une saison bien correcte, tu sais, n'en profite pas autant que Bryce Harper. Alors, Bryce Harper, écoute, on peut le critiquer, mais effectivement, lorsque ça compte, le gars frappe. Oui, et je vais ajouter à ça, moi, j'ai gratté un peu plus creux. J'ai regardé pour voir, oui, il frappe quand il y a des coureurs sur les sentiers. J'ai regardé, est-ce qu'il frappe dans des matchs de 10-1? Est-ce que... J'ai regardé, et c'est le frappeur de loin qui a augmenté le plus la probabilité de son équipe de gagner quand il est au bâton. De loin, là. Il y a une bonne marge entre Bryce Harper et le reste de l'équipe, et je te dirais même que le deuxième et le troisième, c'est même pas Rhys Hoskins. Imagine. Donc, Harper, dans le contexte actuel, c'est le meilleur frappeur de l'équipe. Peu importe les chiffres qu'on peut voir, là, en tout cas, c'est le plus utile. Si on avait à y aller avec le frappeur le plus utile, parce qu'on peut parler d'autres positions, là, mais strictement offensivement, je dis pas que Harper ne peut pas en donner plus, je te dis juste qu'actuellement, avec les Phillies, bien, c'est lui qui fait gagner l'équipe le plus. Mais encore une fois, moi, je tiens mon point là-dessus. Oui, on a besoin de lanceurs. Tout le monde parle de lanceurs, mais si les Phillies peuvent se trouver un premier frappeur Alain, d'ici la fin, à la date limite avant la date limite des transactions, ça pourrait les aider. Bon, Rick Shapiro, il joue pas pour personne. Il n'est pas gérant, il n'est pas employé par une équipe. Mais ça fait plusieurs années, on parle d'une vingtaine d'années, qu'il travaille pour l'Association des joueurs, tant Ligue nationale de hockey qu'avec le baseball majeur. Il était avec le baseball majeur depuis plusieurs années. Il a décidé de quitter l'Association des joueurs et certains y voient un mauvais présage. C'est qu'il a une très bonne réputation, Shapiro. Oui, pour défendre les joueurs, connaît très bien le processus d'arbitrage, ce qui lui confère un avantage certain dans certains dossiers. Sauf qu'on dit de lui aussi, c'est un gars qui s'organise pour qu'il y ait des ententes. Est-ce que ça veut dire qu'on prépare les armes chez des joueurs? Moi, la grève, je n'y crois pas. Il y a trop d'argent en jeu. Moi, c'est mon opinion là-dessus. Mais on n'est pas content chez les joueurs. Non, mais est-ce que lui-même a quitté ou on lui a... On a coupé les liens de part et d'autre. Alors, tu sais, c'est... Écoute, oui, je pense qu'il faut lire quelque chose parce qu'on se prépare. Moi, l'affaire que j'aime dans tout ça, c'est qu'on parle déjà. T'sais, on attendra pas. On est à 2 ans. On est à 2 ans, puis on parle déjà. On prépare ce qui s'en vient. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'on pourrait se bouder, là. Ce serait facile de bouder et de dire, hey, là, on s'est fait avoir dans la dernière entente, puis là, nous autres, là, dans 2 ans, on vous attend sur le... Bon. Alors, c'est pas ça. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, le fait que c'est un gars qui a une très, très, très belle réputation de faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce que, justement, il a été un peu trop impliqué dans la dernière négociation qui fait qu'on s'est dit, OK, regarde, on va signer ça? Ce serait la brebis sacrifiée, dans le fond? Parce que ça n'a pas été, il faut le dire, Alain, ça n'a pas été un très bon deal pour l'Association des joueurs. Et rapidement, dès le premier hiver, on s'en est aperçu avec le marché des joueurs autonomes. On s'est dit, est-ce qu'on... Parce que là, de toute évidence, on préparait un plan, ou on prépare actuellement un plan. Et soit que Shapiro n'est pas content de ce plan-là, ou
on s'en va dans une nouvelle direction du côté de l'Association des joueurs, parce que c'est clair que ça ne fonctionnera pas. Donc, moi, j'ai l'impression que ce gars-là a été très influent dans la dernière convention collective, mais on n'est pas content de l'Association des joueurs de cette dernière convention. Donc, à un moment donné, il y avait des frictions. Ce qui fait qu'on s'est séparés. Il y avait des différences philosophiques. On n'est pas dans le secret des dieux, mais il y a des choses qui se préparent. Ça, c'est assez évident. Est-ce qu'on va changer la structure? Écoute, je ne sais pas quoi penser de ce côté-là. Mais la structure va changer pas mal. Moi, je pense que la structure va changer, pas mal. On commence déjà à penser à un repêchage pour les joueurs internationaux pour l'année prochaine. Ça va. Il y a des choses qui vont changer, mais moi, je pense que l'autonomie, ça peut bouger un peu. Les années d'admissibilité avant l'arbitrage, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer. Et le baseball se doit d'évoluer là-dedans. Des compensations pour les joueurs autonomes. Des compensations pour les joueurs autonomes. Ça va changer beaucoup. On veut que le marché... Puis on va peut-être même jusqu'à négocier un fameux plancher. Écoute, est-ce que c'est possible d'avoir un plancher sans plafond? Bien, la taxe de luxe, c'est un plafond déguisé. Oui, c'est pas un plafond qui ne touche que quelques joueurs. Ou quelques équipes. Ou quelques équipes, c'est ce que je voulais dire. Mais du côté des joueurs, et ça, c'est Scott Boras qui l'avait souligné, il n'avait pas complètement tort quand il disait, oui, les joueurs gagnent beaucoup d'argent, mais le pourcentage de revenus qui s'en va aux joueurs, ça s'en va pas en augmentant. Tu sais, on est en bas de 50 là, puis tu regardes ça, puis tu dis, du côté des joueurs, on gagne beaucoup d'argent, là, on se plaindra pas du côté des joueurs. On dit juste que le balancier est en train de revenir du côté des propriétaires parce qu'on a des gestionnaires maintenant beaucoup plus que des amis de propriétaires là, à qui on fait des faveurs pour gérer les clubs. Non, exact. Puis ça, on s'en est rendu compte rapidement. Oui. Mais aussi, Alain, le fait que, là, avec les nouvelles statistiques avancées, on donne un peu de contrat à long terme à des gars de 30 ans. Oui. Bien, c'est sûr qu'on va ramener ça à un niveau où les jeunes joueurs vont avoir un peu plus d'argent parce que, tu sais, un Acuna Junior qu'on a vu jouer cette semaine, tu sais, il fait 550 000. Là, vous allez dire, il fait pas pitié, là. Non. Mais dans l'industrie du baseball, c'est quand même, ça fait pas de sens. Oui. Bon, surtout quand Donaldson, qui a à peu près le même rendement, en gagne quoi? C'est 23, entre 23 et 25. Ouais. Là. Bon, on est au-dessus de 20 dans son cas. Faites le calcul, là, on parle de plusieurs fois plus qu'Acuna. Marc, il y a deux équipes qui s'en vont dans des directions opposées de façon inattendue, selon moi. Tampa. On va commencer par Tampa Bay, qui ne ferait même pas les séries au moment où on se parle. On est en début de semaine. C'est serré, là. C'est serré, mais ils ont glissé derrière Oakland et derrière Minnesota. C'est un petit peu inquiétant. Le premier rang, je pense qu'on va l'oublier du côté de Tampa. Les Yankees de New York ont trop de ressources et devraient s'améliorer d'ici 10 jours. Je pense qu'il y a un lanceur partant qui va s'en venir du côté des Yankees de New York. J'écoute, chez les Rays de Tampa, je suis un petit peu inquiet. Ça ne frappe pas, là. On ne frappe pas beaucoup et on n'a pas ce gros joueur. Il y a Austin Meadows en début de saison qui transportait l'équipe, a été blessé. C'est pas le même joueur depuis qu'il est revenu. Il manque cette puissance qui va leur faire mal. Et l'absence, écoute, tu peux pas perdre un gars comme Glasnow avec un rendement comme celui-là à long terme sans que tu t'en ressentes à un moment donné. Moi, je pense que la perte de Glasnow est même peut-être plus importante parce qu'on avait bâti l'équipe de cette façon-là. Ouais. C'est-à-dire, on avait 3 excellents partants, on avait 2 options avec des ouvreurs, on va les appeler ainsi. Oui, Meadows faisait partie de l'équation, mais on accordait si peu de points, écoute, et de loin, là, par rapport aux autres équipes, qu'on pouvait se contenter de marquer 3 points et demi par match. Et on avait un bon rendement de joueurs comme Diaz, comme Pham, comme Meadows. Ah, puis écoute, alors, peut-être que cette profondeur qui... faut dire fragile, là, du côté des Rays, commence à se faire sentir après une centaine de matchs. Tu sais, souvent, on va dire, Alain, t'en gagnes 60, t'en perds 60, puis c'est les 42 autres qui décident. C'est peut-être là que ça joue du côté des Rays. Ceci étant dit, tu sais, on est allé chercher un Travis d'Arnaud, on signe des gars de main qui arrive de nulle part, finalement, puis bon... C'est le cas de le dire dans son cas. Là. Mais, tu sais, c'est parce que trop souvent, par contre, du côté des Rays, c'est qu'on se fie là-dessus. On se fie d'abord, on va chercher un gars que toutes les équipes vont peut-être sous-estimer, qui va devenir un héros. Fait que ça devient difficile, ça devient fragile. Ouais. Ceci étant dit, superbe équipe. On fait, selon moi, écoute, on va puiser tout ce qu'on est capable de puiser de chacun des joueurs pour avoir un tel rendement. On joue dans la même division que les Yankees et les Red Sox, faut-il le rappeler. Ça sera pas évident. Mais par contre, Alain, le calendrier...
fait en sorte, puis je regarde le calendrier de cette semaine, les Rays affrontent les Red Sox. Les Red Sox et les Yankees. Les Red Sox, ça se joue là, dans les prochaines 2 semaines. Là, ces 3 équipes-là se jouent l'un contre l'autre. Ce qui pourrait vraiment changer la donne au cours du calendrier, en fait. Alors, les Rays, bon, ils ont dit quoi, c'est 5 de suite avant de gagner le dernier match? Oui, exact. Il faut éviter ce genre. Avec les Yankees et les Red Sox, ils ne permettront pas aux Rays là, de gagner du terrain si tu joues de cette façon-là. Alors moi, je ne sais pas, Alain, on n'a pas les capacités, on a beaucoup de jeunes prospects. Donc, mais est-ce qu'on va en sacrifier pour avoir un Bumgarner? C'est pas dans l'ADN. C'est pas dans l'ADN. Alors, je sais qu'il y a des... Tu sais, pour suivre quelques partisans des Rays ici et là, on aimerait que ça bouge, mais compte tenu de toutes les circonstances entourant les Rays, moi, je doute qu'on ait cherché un gros nom. Qu'on ait cherché des joueurs à la Travis d'Arnaud, pas de problème. Mais je pense pas qu'un gros nom va atteindre pas. Et tant mieux si c'est le cas. Oui. San Francisco maintenant, et ça, c'est vraiment venu de nulle part. Là, on est dans la course pour une place dans les séries dans la nationale. Une équipe qui manquait de voltigeurs quand la saison a commencé. D'ailleurs, 2 des voltigeurs réguliers en début de saison n'étaient même pas avec l'équipe au camp d'entraînement. Kevin Pillar a recommencé à frapper depuis son acquisition avec les Blue Jays. Ça avait été assez pénible. On a recommencé à lancer chez les lanceurs partants. Samardzija s'est retrouvé une nouvelle jeunesse. On fait quoi, là, chez les Giants? On joue pour 500. On est dans la course pour une place. Est-ce que, là, Samardzija s'en va? Est-ce qu'on va obtenir quelque chose? Will Smith, là, sa valeur là, est très, très élevée compte tenu des équipes qui cherchent un releveur, particulièrement un releveur gaucher. Là, les Giants ont ces deux... ces 2 lanceurs-là qui pourraient être disponibles. On est-tu en train d'aveugler tout le monde? Ce que je veux dire, c'est qu'on a un différentiel de moins 43. C'est pas soutenable à long terme. Je trouve ça magnifique ce qu'ils ont accompli, mais moi, si j'échange, que ce soit Bumgarner, il faut faire quelque chose avec cette organisation-là, Alain, parce que si tu ne fais rien, ou même que tu décides d'aller acheter... Mais quand tu dis quelque chose, est-ce que c'est préparer l'avenir? Oui, moi, je pense qu'il faut préparer l'avenir. Bon. Parce que je vois pas beaucoup l'avenir du côté des Giants. On n'est pas rempli de jeunes joueurs d'avenir. Non. On est vieillissant. Il y a encore un peu de valeur chez, que ce soit même à la limite Buster Posey, Bumgarner. Bon. Parce que si on décide d'aller acheter un joueur ou 2 pour dire « Hey, on est là, Colin », puis oui, c'est bon pour les partisans, je n'en doute pas, là. Mais je trouve qu'on a attendu tellement longtemps. Écoute, on les a placés au dernier rang, Alain. Je pense que toi et moi, là, je veux pas te... Mais eux ou Arizona, là... Bon, en tout cas, parce qu'on se disait, qu'est-ce qui se passe? On s'en va où? Et écoute, je sais que ça serait tentant de dire, hey, on est rendu à 500, on est tout près des séries, mais je suis pas certain que ça serait la bonne décision d'aller jusqu'au bout. Mais compte tenu de la façon de faire des Giants, et là, je te parle depuis une vingtaine d'années, je remonte même à l'acquisition de Barry Bonds. C'est une organisation qui a suivi une ligne. On a carburé autour de Barry Bonds pendant une dizaine d'années. Par la suite, avec Bumgarner, Buster Posey... Mais moi, je pensais d'ailleurs que les Giants allaient aller dans la loterie Bryce Harper, par exemple. On se disait, regarde, ça a marché avec Barry Bonds. On est allé le chercher, puis soudainement, ça a popularisé le baseball davantage, puis on s'est mis à gagner. Moi, je pensais qu'on allait dans le contenu de la philosophie de l'équipe. Bon, bien, compte tenu de ça, sans faire une acquisition hyper spectaculaire, on se dit, ben, on va garder Bumgarner, on va garder Will Smith, on va garder tout notre monde, puis en espérant que Panik et Crawford continuent de faire du bon travail. Avec le jeune Yastrzemski qui est venu de nulle part, ça, c'en est un. C'est même pas un prospect avec les Giants, c'est pourtant... 9 coups de circuit déjà. Écoute, là... Bon, OK, parfait. Admettons là, qu'on se dit ça, puis finalement, ben, on joue 500. On va jouer 80-81. 500, on se rend pas en série. On se rend pas en série, mais on a joué pour 500. Mais on a quand même donné un bon produit aux partisans des Giants. Je suis d'accord avec toi. Et ça, pour la partie, moi, je suis un partisan des Giants. Je me disais, hey, allez chercher ce qu'on a besoin. Là. Donnez-moi un voltigeur, donnez-moi ça. Je comprends ça. Mais tu sais, organisationnellement parlant, il faut que tu... Tu sais, parce qu'on voit ce que les Blue Jays ont fait. Là. On a vidé l'équipe, on va dans une reconstruction complète. Je pense pas qu'il va falloir faire ça du côté des Giants. On n'acceptera pas ça chez les partisans. Mais pendant que tu as encore, justement... tu sais, si tu échanges Bumgarner, mais tu décides de garder Buster Posey, puis tu as encore un Panik, tu sais, il y a encore quelque chose à faire, encore, selon moi, pour tourner un peu tout ça, puis rendre cette équipe-là attrayante.
En tout cas, moi, ça serait ma façon de faire. Maintenant, on verra ce que ça va donner. C'est pas facile, ce qui est... Puis je te dirais, Alain, la prochaine semaine va être déterminante. Oui, bien là, il reste 10 jours là, avant la fin de la période de transaction. Et il y a beaucoup d'équipes qui pensent comme ça, Alain. Il y a beaucoup d'équipes qui sont placées en ce moment. La prochaine semaine va déterminer si on va acheter ou on va vendre. À suivre. Parce que là, si tu parles les 7 prochains, t'es peu à 500. Bien, les Giants, en début de semaine, accueillent les Cubs. C'est peut-être un bon test là, pour savoir où on en est exactement. Dernière chose, rapidement, les Cubs de Chicago jouent très bien. C'est la meilleure équipe, je pense, dans la centrale depuis la pause du match des étoiles. On a fait l'acquisition de Martin Maldonado, le receveur qui était avec Houston l'an passé, avec Kansas City cette année, qu'on a embauché pendant le camp d'entraînement, donc n'avait pas d'équipe quand le camp a commencé. Ça m'inquiète un peu, moi, sur la condition de Contreras, parce qu'on a Caratini qui fait pas un mauvais boulot. On disait que c'était pas grave dans le cas de Contreras, mais ça me chatouille un peu, moi. Oui, mais Alain, je pense qu'on s'est peut-être juste un peu aperçu qu'on est fragile à cette position-là et que si... Dans l'ensemble de l'organisation? Oui, exactement. Et si on va faire l'acquisition d'un vétéran, ça va rassurer un petit peu tout le monde. Moi, je pense que c'est ça. Dans le cas de Contreras, ça permet aussi d'être un peu plus patient. Afin qu'il revienne vraiment en santé pour le dernier droit de la saison. C'est pas trop grave. On dit que ça va bien, d'ailleurs, dans le cas de Contreras. Moi, je pense que c'est un bon geste. On n'a pas payé tout... Bon, on va payer trop cher. Montgomery était quand même un gars qui avait un certain potentiel, qui fait partie de l'histoire maintenant des Cubs, compte tenu qu'il était au monticule lors du dernier retrait de la Série mondiale. Mais je pense que c'est un bon pari quand même, parce que ne négligez jamais le rôle du receveur défensif. Et je dis pas que les meilleurs, je veux juste dire que, tu sais, un bon receveur, là, puis un des problèmes, je pense, de Caratini, là, tu sais, c'est pas un livre ouvert, là, mais je pense pas que les lanceurs apprécient tant que ça travailler avec lui, tu sais. Puis c'est tellement important, cette synergie entre receveur et lanceur. Tu sais, tu passes d'un Contreras qui est très, très solide à... Très dynamique. Très dynamique. Donc, on voulait peut-être chercher un gars qui ressemble un peu plus à Contreras à ce niveau-là. Fait que je n'irai pas trop là, sur les problèmes de Contreras. En tout cas, pour l'instant, si je me fie aux commentaires de Joe Madden qui rassure un peu tout le monde dans l'état de santé de Contreras. J'ai l'impression, la semaine prochaine, Marc, on va se parler de joueurs qui ont changé d'équipe. Il reste pas beaucoup de temps à cet effet. Ça complète compte complet pour cette semaine. Nous, on se donne rendez-vous mercredi. Je vous invite à être là. Ce sera compté de 20h à RDS, alors qu'on verra les Yankees de New York contre les Twins du Minnesota. Deux équipes qui sont en tête de leur propre section. Donc, c'est une série fort importante pour les deux formations. C'est possible qu'on s'affronte au premier tour des séries. Si c'est le cas, on voudra avoir l'avantage du terrain, surtout du côté des Twins, qui aimeraient, je pense, commencer une série du genre au Minnesota plutôt qu'au Yankee Stadium. Voilà, j'espère que Compte complet vous a plu cette semaine. À la prochaine.